l'expression, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Très heureuse de vous retrouver dans cette émission donc du Bonjour d'Algérie comme chaque mercredi matin. Et on n'oublie pas que notre sponsor officiel, c'est donc Coral Peinture. Nous allons le retrouver tout au long de notre émission. Et puis, on vous informe qu'à partir donc de la semaine prochaine, Bonjour d'Algérie, donc à partir de la station centrale, sera donc diffusé à partir de dimanche matin. Et puis, pour notre part, nous allons nous retrouver. L'équipe du mercredi passera au mardi, donc on vous annoncera bien sûr tous les changements qu'il faudra, bien sûr, en temps voulu. Voilà, c'est donc la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 14 avril. Nous aurons le plaisir d'être accompagnés par nos rubriques habituelles du mercredi matin, donc à savoir Hamid Belkacem. Aujourd'hui, il va coller à l'actualité. Sahar Ramadankom. Kul am toum bkhair. On est très heureux, en tout cas, de vous avoir encore une fois et permettre aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent partout à travers le monde de suivre et de vivre avec nous un mois sacré de Ramadan, un mois béni en tout cas. Nous aurons Hamid Belkacem pour sa rubrique environnement. Aujourd'hui, il traitera donc du ramadan et de la prolifération des déchets encombrants, les déchets d'emballage. Et oui, c'est vrai qu'on est envahi par ces déchets. Eh bien, nous allons en parler avec la chef de département de la prévention des déchets. Elle sera là parmi nous pour nous parler donc de cette problématique. Nous aurons également resté dans cette thématique autour donc du gaspillage, bien entendu. Qui dit Ramadan dit aussi beaucoup donc d'incivilité et beaucoup aussi de gaspillage. Nous aurons à cet effet un membre de l'Union nationale de la protection des consommateurs pour nous parler du gaspillage. Nous resterons aussi donc de l'alimentation, l'autosuffisance. Aujourd'hui, gros plan sur une production qui, je l'espère, prendra son essor. C'est la production du blé ici en Algérie. Le blé dur, le blé tendre, nous allons tout décortiquer ensemble puisqu'un reportage a été réalisé autour donc du blé ici en Algérie avec l'Institut de recherche agronomique. Et bien entendu, nous aurons un représentant de l'Institut des grandes cultures, l'ITGC, donc l'Institut technique des grandes cultures. Il sera là, le directeur général, pour nous parler donc de cette production nationale. Nous aurons également à parler santé avec professeur Samia Zekri qui sera parmi nous. Elle viendra nous parler donc de la médecine et surtout donc du ramadan et des maladies chroniques, les maladies, donc le diabète notamment aussi, qui subit quelques difficultés, des personnes qui subissent quelques difficultés durant ce mois de Ramadan. Et puis, on terminera l'émission avec Nassiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Elle viendra nous faire un gros plan sur l'exposition de Najwa Serraï. Voilà, c'est tout le programme que vous allez suivre. J'espère que vous allez apprécier en notre compagnie. Je vous laisse tout de suite avec Amel Haribi pour les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Elle est là. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes en forme? Je ne vous le dis pas, hein, aujourd'hui elle n'était pas en forme. Hein. En coulisses aujourd'hui, elle me fait « Ah bon, c'est toi aujourd'hui ?» J'ai complètement Elle pensait qu'on oublié. était encore mardi. Exactement. Je sais pas. C'est un oubli. Un oubli, un décalage. Tous les effets, on ne va pas tout remettre sur Ramadan. Hein. Non, du tout. Non, mais en tout cas, on est heureux de se retrouver comme chaque mercredi. Également, Amel. Dorénavant, on passera au mardi. D'accord. Inch'Allah. Très bien. Alors, les nouvelles du ciel. Allons-y. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt voilé et pré-orageux sur les régions de l'ouest. Par contre, le centre et l'est, eh bien, le ciel se montrera voilé à parfois nuageux, accompagné de quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses durant la journée. Et à noter des vents assez forts près des côtes ouest, pouvant atteindre les 50 km/h et quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau ouest. Vers les régions sahariennes, rien à signaler. Le soleil sera bel et bien présent.
avec toutefois des sillons de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, Tindouf, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis, également le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt douces pour la saison, avec toutefois 24 degrés du côté d'Al-Bayad, 22 à Oran et Tlemcen, 18 degrés à Alger, 20 degrés à Tiyouzou, 17 à Naba et Batna, 19 Constantine, 28 du côté de Biskra, 33 à Gardaya, 31 à Béchar, 33 à Tindouf, 38 à Elizi, 40 degrés à Drarin Salah, 43 le maximum à Borj Bedji Mokhtar, en passant par les 42 degrés à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, mais peu agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur est à nord-est et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur est. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Le soleil se couchera vers 19h21 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie. À tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Amel moi. Aribi. Donc les nouvelles du ciel, comme d'habitude. Il y aura Clément. quelques pluies. C'est aujourd'hui. assez rapide chez nous, il pleut, tout d'un Oui, coup il fait beau, il fait et tout beau. d'un coup il fait Les chaud. 4 et saisons puis bon, en même temps. Exactement, on a les Ouais, 4 ouais. saisons. Le mois d'avril c'est un peu connu comme ça. mois des fous. Voilà, tout à fait. Et bien sûr la rigueur c'est de ne pas se découvrir Ah d'un non, fil. non, surtout pas, surtout Voilà, pas. oui. faites attention. C'est la plus C'est grosse pas le moment erreur, de hein, que tout le monde tomber, fait. c'est pas le moment de tomber malade. Préservez-vous, faites attention. On ne le redira pas suffisamment. Donc assez. pas se Il faut découvrir. bien sûr aussi respecter les gestes barrières. Exactement, Ne faites pas faut confiance. pas oublier, oui. Pas d'accalmie, malgré tout, faites attention. Exactement. Voilà, pour le Covid-19. Voilà. Ouais, voilà. Merci Amel. C'est moi. À tout à l'heure tout à pour l'heure. notre bulletin météo midi Inch'Allah. et 19h. On vous laisse en compagnie d'une chansons. une belle balade musicale. En tout cas, c'est des louanges à Dieu avec le duo Mohamed Taraq et Mohamed Youssef. On se retrouve juste après. Sur le plateau donc, du Bonjour d'Algérie, je vous l'ai annoncé, on a toujours le plaisir de le retrouver. Chaque mercredi matin, il est parmi nous. Hamid Belkacem, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Impeccable. On a déjà commencé le débat On a nous-mêmes. commencé le débat. On aime bien travailler pendant le ramadan. Sahar Ramadan. Ça donne Sahar Ramadan comme. Oui, et il est toujours bon d'informer et surtout de parler donc de certains comportements qui pourraient aussi gêner et qu'il faut corriger peut-être. Je préfère dire Il faut informer, sensibiliser, mais à un moment donné, très sincèrement, très sérieusement, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. De temps en temps, il faut hausser le temps et dire que ça ne va pas. Oui. C'est le mois de la solidarité, c'est pas le mois du gaspillage. C'est ça. C'est pas le mois C'est le mois d'entraide, de c'est le mois de l'entraide. l'entraide, c'est un mois de piété, de solidarité, d'entraide. Malheureusement, on va le voir tout à l'heure, c'est le mois où il y a une frénésie, on l'a constaté ces derniers jours dans les marchés, il y a une frénésie des achats, et qui dit frénésie des achats, dit inévitablement déchets, déchets organiques, mais surtout déchets d'emballage. C'est pour cela que nous recevons quelqu'un de très particulier aujourd'hui. Oui, on a le plaisir d'avoir parmi nous Sabrine Beggar, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Bonjour, Sahar Ramadankom Bah, et c'est merci Sahar pour Ramadan. l'invitation. Vous êtes la chef de département de la prévention des déchets. Tout à Vous fait, êtes là à pour l'AND. nous parler, bien sûr, à l'AND, bien sûr, de justement ce tas de déchets que nous subissons, hein, parce que c'est vraiment ce que nous subissons au quotidien. Et vous me disiez en coulisses que Ramadan, c'est encore plus. C'est encore plus, voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir que nous sommes une société de consommation, donc avec l'évolution démographique, avec l'industrialisation, donc on surconsomme beaucoup de biens. Qui dit consommer, donc du coup on jette beaucoup de déchets, on produit beaucoup de déchets. Et c'est justement ce qui rend de plus en plus difficile à gérer ces déchets. Donc une étude faite par l'Agence nationale des déchets pour la caractérisation des déchets ménagers et assimilés a fait révéler qu'environ 30% de la poubelle algérienne est consommée de déchets d'emballage. 30%. C'est énorme. Ouais, c'est Pratiquement beaucoup, hein, 30%. c'est le tiers, quoi. Exactement, tout à fait. Donc, c'est des plastiques avec toutes les catégories de plastique. Nous avons le PET, le PEHD, nous avons du carton, du verre, du textile. Donc, tous ces produits ou tous ces matériaux
prennent du volume dans la poubelle. Donc, ça demande encore plus. Donc, quand on dit volume, ce qui explique en quelque sorte le débordement des poubelles dans nos rues. Aujourd'hui, les ménages ont pris conscience de cela. Il y a quelques ménages qui justement font leur propre tri. Par exemple, les bouteilles plastiques à part, le carton à part, pour essayer de limiter un petit peu le nombre de déchets. Voilà. Et notamment pendant le mois de Ramadan, donc même cette quantité, elle augmente encore plus. Des études faites par notre agence, donc on montrait que encore ces quantités de déchets augmentent encore de 10%. 10% pendant le Ramadan, de plus. Encore de plus. Donc, c'est pratiquement, ces 10% sont composés de restes de repas, mais aussi des emballages. Donc, on achète beaucoup de produits emballés, parfois super emballés jusqu'à 3 fois. Donc, c'est énorme. Voilà. On est dans une société de consommation aujourd'hui. Il y a des habitudes. Hein. Le sachet est de plus en plus fin. C'est bien pour qu'il puisse disparaître un peu plus vite, quoique c'est tout un débat. Mais quand vous allez acheter, si vous n'avez pas votre couffin, le fameux couffin ou le fameux filet, que va dire le marchand, ou même dans la supérette, une double sachet. Donc au lieu d'avoir un sac plastique, on en aura 2, 3 par produit. Si vous achetez 3 légumes, vous allez avoir 6 sachets, ce qui est tout simplement anormal, d'où l'augmentation de ces déchets d'emballage. On est dans une société de consommation, une problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays où il faut bien sûr vivre avec la concurrence, donc les produits doivent être emballés et bien emballés. C'est une règle aussi de présentation d'un produit. Oui, justement, mais le citoyen peut aussi faire le choix de réduire ses déchets. Donc, 30% de la poubelle, on peut la réduire. Donc, aussi parce que tous ces emballages ont un coût environnemental et économique pour la production et des coûts aussi environnementaux et économiques pour l'élimination. Donc, du coup, les collectivités locales qui sont censées ou qui gèrent les déchets que le citoyen génère. Mais sur la voie publique, on va dire. Voilà. Donc, ça demande plus de moyens par les collectivités locales. Donc, plus d'équipements de pré-collecte, des équipements de transport et jusqu'à l'élimination aussi. Donc, du coup, plus de travail aussi pour ces agents de nettoyage. Une organisation qui est fixée par les schémas directeurs, normalement. Donc, il y a des études de schémas directeurs qui sont imposées par la loi. Donc, la collectivité locale est obligé d'élaborer un schéma directeur et de le mettre en place. Donc, l'Agence nationale des déchets, dans ce sens, accompagne les collectivités locales pour organiser en quelque sorte la gestion des déchets. Est-ce que les collectivités locales, très sincèrement, le font systématiquement, du style l'APC de Cuba ou de Bab el Oued ou de Tamanrasset va venir vous dire il y a le mois de Ramadan Karim qui se profile, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour améliorer le schéma directeur de collecte des déchets ménagers assimilés? Est-ce que il y a 1541 communes, donc je ne sais pas si toutes, ça m'étonnerait que toutes puissent avoir pensé à faire appel à l'AND. Voilà, et surtout à des schémas de collecte, c'est-à-dire spécifiques lors des périodes de fluctuation justement des déchets. Mais en quelque sorte, il faut savoir que le schéma directeur, c'est-à-dire on l'élabore cette année, il est valable parce qu'il y a une extrapolation durant 5 ans. Voilà. Donc, il a une validité de 5 ans. Voilà, 5 ans, tout en prenant en considération les périodes de fluctuation. Donc, les vacances c'est la période estivale et aussi la période de Ramadan. Voilà. Il y a d'autres facteurs. On l'a vu ces derniers temps. Alhamdoulilah, ils sont bien heureux, les gens qui ont de nouveaux logements. Et quand vous voyez dans une APC, dans une commune, sur un même territoire, 1000, 1500, 2000 logements qui arrivent,
la moyenne c'est 5 personnes par famille, donc quand vous avez 2000 logements, ça vous fait 10 000 citoyens qui arrivent sur le territoire d'une commune. Il faut, j'imagine qu'à ce moment-là aussi, la collectivité, l'APC doit vous faire appel pour réaménager, actualiser les schémas directeurs. Oui, ça se fait. Mais par contre, ce qu'on a constaté en faisant des tournées plus ou moins régulièrement, c'est que les structures chargées de la gestion immobilière, type OPGI, LPP, ADL, il n'y a pas le plus. Ailleurs, on essaie de trouver de nouvelles cités et au moment de livrer la cité, on met en place le mode de gestion de tri. Un syndic, par exemple. Un syndic qui pourrait sensibiliser, qui pourrait informer le citoyen, les locataires, pour essayer la cité pourrait être génératrice d'abord d'emplois et de revenus, de richesses, en structurant la gestion des déchets. Or, on est toujours pressé de livrer les logements, mais on livre pas de l'habitat, on livre des espaces où on vit, c'est tout, mais on vit à l'intérieur, on vit pas dans... C'est de l'argent, c'est de la main-d'œuvre. Donc, ce sont des emplois que l'on pourrait créer juste en traitant et en valorisant sur place les déchets. Une cité de 1000 logements, et les cités de 1000 logements, c'est par dizaines qu'il y a en Algérie, pourraient générer beaucoup de compost, n'est-ce pas? On pourrait produire ou collecter du compost qui pourrait servir à améliorer les espaces verts de cette cité et d'autres. On pourrait trouver de l'emploi, du recyclage pour le PET, le plastique, les bouteilles de plastique et tout. Et quand on les récupère à la source, je pense que pour les recycleurs, c'est un produit, c'est du pain béni, j'allais dire. Ils sont propres, triés prêts et donc à l'utilisation. Exactement, c'est du pain béni, comme l'a dit Hamid Belkacem. En fait, nous sommes dans une situation globale. Nous sommes dans une situation de mondialisation, et qui dit mondialisation dit commerce international, avec ses rigueurs, avec ses lois, avec ses inconvénients, parce qu'il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc les pays en voie de développement doivent être... Ils ont évolué, ils ont eu le principe du pollueur-payeur, mais que nous n'appliquons pas. Il y a beaucoup, très honnêtement, et de temps en temps, j'ai envie d'avoir un coup de gueule en disant « halt, stop », il y en a marre de cette vision de non-gestion des déchets, alors que nous avons des experts. Quand vous allez au niveau de l'AND, l'Agence nationale des déchets, vous allez trouver beaucoup d'experts qui ne sont pas assez sollicités par les collectivités locales, par les grands promoteurs immobiliers, parce que la gestion de déchets se réfléchit en amont. Il y a des systèmes de gestion qui vont créer, encore une fois, et de l'emploi et de la richesse. Et j'imagine que si jamais il y a un promoteur immobilier qui va venir vous dire, vous pouvez l'assister pour pouvoir avoir un schéma efficace de collecte des déchets à l'intérieur d'une cité. Oui, c'est ça la prévention en amont. En amont, tout à fait. Donc nous avons eu des cas effectivement de nouvelles cités, de pôles, surtout pôles urbains, qui souhaitent justement installer le tri sélectif pour organiser ça commence, c'est bien. Oui, ça commence, et nous c'est-à-dire vous les accompagnez? On les accompagne en les mettant aussi en relation avec des récupérateurs privés, des jeunes porteurs de projets, pour récupérer les différentes matières, notamment le plastique, les différents types de plastique. Voilà. Donc, justement, les dernières solutions que vous avez pu trouver ces derniers temps, justement pour prévenir ce gaspillage et surtout ces déchets encombrants, Fermdan. Bon, pendant le mois de Ramadan, donc si on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, la quantité de déchets, c'est-à-dire 30% des déchets, on peut les réduire. Donc chacun à son niveau peut, à travers des gestes simples, réduire cette quantité, ces 30%. Donc par exemple, par rapport c'est-à-dire éviter tout ce qui va être jetable. Donc, par exemple, les gobelets, en les remplaçant par des vaisselles, une vaisselle réutilisable. Ça marche aussi pour tout ce qui est torchon, tout ce qui est nappe aussi. Donc, nous avons ce choix de faire un choix de consommation durable, parce que quand j'ai dit ce déchet a un coût environnemental, un coût social pour sa production et aussi pour son élimination. Donc, à travers des gestes durables, on pourra réduire un peu ces déchets d'emballage. Voilà, il y a un accompagnement.
partout à travers le monde, les législateurs, c'est pour ça que il faut aller voter, mais il faut aller voter utile pour des gens qui ont aussi des programmes en matière d'environnement. Beaucoup de pays avancés sont arrivés à imposer l'interdiction des déchets ou les emballages à usage unique. Les gobelets, les fourchettes, les cuillères en plastique, les assiettes en plastique et tout, et à les circonscrire dans des espaces très restreints ou alors à fortement les taxer. Et c'est comme cela qu'un pays avance, par la loi, par l'accompagnement, par la mise en place d'un programme environnement, mais que chacun doit s'assumer. Tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci pour toutes ces informations et surtout ces conseils. Je sais qu'au sein de l'agence des déchets, vous travaillez tous les jours énormément et bien entendu pour essayer de sensibiliser, et vous le faites toujours aussi bien à travers vos passages sur nos plateaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hamid. Merci à vous. Voilà, à la semaine prochaine, mardi prochain, Inch'Allah. Mardi. Ouais. Ah oui, le mardi c'est permis de parler d'environnement. Tout à fait. Voilà, alors Sabrine Bégard, merci. Vous êtes chef département de la prévention au niveau de l'Agence nationale des déchets. À très bientôt. Inch'Allah, merci. On continue. On va parler cette fois-ci filière viande, avec bien sûr la filière de viande blanche, avicole bien sûr. Cette fois-ci avec le mois de Ramadan et l'approvisionnement en viande blanche. C'est un reportage signé Sophia Chouban. Le prix du poulet a subi ces derniers temps une hausse vertigineuse, ce qui a obligé les pouvoirs publics à mettre terme à l'anarchie des tarifs. L'ONAB a 70 points de vente à l'échelle nationale. Cette année, nous avons un excédent de volailles congelées, dont le coût atteint les 350 dinars le kilo. Nous avons cassé les prix de 100 dinars, un prix abordable pour les consommateurs. Pour ce faire, l'Office national de l'aliment du bétail, en coordination avec le ministère du Commerce, a décidé de mettre durant le mois de Ramadan des stocks de production avec un prix qui ne dépasse pas les 280 dinars. لاحظنا نقص مربيين الدجاج الخواص خاطر رانا موالين في نفس الوقت احنا نمولوا البوسان الكتكوت دونك لاحظنا نقص المربيين ما داروش احنا سبقنا وضعفنا المنتوج بالاخص كي الحق رمضان العظيم المبارك. Ceci dit, le marché reste libre à condition que les grossistes ne laissent pas le prix grimper au-delà de son seuil maximal. درك راه ولا هو اللحم راه عنده هو يمشي هو واسمه هو اللحم البقري منين كل واش تولي تحطي فيها يدك الزواري ما عندنا ولا معيشه. En clair, mettre de l'ordre dans les prix, surtout pour le poulet à consommation journalière, est inscrit comme axe principal de défense du citoyen. الدجاجة قد ما كانش صغيرة كاع 100,000 واش واحد يصور 100,000 يجيبها دجاجة ومن بعد باش يزيد ياكلها. الجيريان هذا واش ياكل غير الدجاج الحماوي يجيه غالي مسكين غير الدجاج اللي شوية ديباني به. Le marché affecté par une classe de parasites et de fraudeurs tente d'augmenter les prix en contournant les nouvelles lois commerciales en vigueur. لا غير زاد بزاف كل يوم يطلع 2000 يهبط ما الله ما على بالنا كيفاش ندير راكي تشوفي كيما حطيناه الصباح كيما نرفدوه العشيه والله العظيم الخدمه تلفت لنا انا واحد جامي شفت باللي الدجاج طلع حتى ل 47,000 انا عندي 8 سنين خدمه في لابوشري ما شفيتلوش اللي يلحق 36 35 ويهبط كان 22,000 كان 25,000 هكذا نخدموا لازم الناس تاكل. Toutefois, l'Algérie dispose d'un très bon potentiel productif d'élevage de volailles pour la demande nationale, ce qui va permettre un équilibre entre l'offre et la demande pour assurer ainsi une sécurité alimentaire suffisante.
Voilà, et vous le savez que durant le mois béni, donc Ramadan, on parle énormément de nutrition, on parle énormément donc d'alimentation et de la disponibilité donc des produits sur le marché, la consommation et la frénésie dans la consommation. Nous allons parler nutrition et surtout gaspillage avec notre invité, Monsieur Samir Kabour. Bonjour Kabour, bienvenue parmi nous. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. On va essayer de parler un peu du jeûne et donc du gaspillage dans le mois de jeûne. Tout à fait, parce que vous avez aujourd'hui, vous venez avec double casquette. Double casquette. Vous êtes donc nutrithérapeute, vous allez nous parler de nutrition et des bienfaits du jeûne, mais vous allez nous parler également de gaspillage puisque vous êtes membre de l'Union nationale de la protection des consommateurs, cette union qui est un petit peu sur tout le territoire national, qui englobe plusieurs associations. Donc c'est l'union, c'est pratiquement la première union en Algérie qui regroupe toutes les associations de protection de consommateurs au niveau wilaya. Et donc, pas plus tard qu'hier, justement, on a assisté aux assises qu'organise donc le CNES-E, environnement, le Conseil national économique, socio-économique et environnement, et donc où on a parlé justement de la rationalisation de la consommation. C'est cela. Et aujourd'hui, vous allez nous parler donc du jeûne, un petit peu dans l'histoire aussi du jeûne. Oui, alors le jeûne, sur le plan historique, ça remonte à très loin. C'est environ 2000 ans avant Jésus-Christ que les gens ont commencé à faire du jeûne. Et donc le jeûne est une pratique ancestrale, très ancestrale, qui s'inscrit un petit peu, qui s'est inscrit dans notre génome, dans notre ADN, vu les conditions difficiles dans lesquelles l'être humain évoluait, avec une nourriture qui était restreinte, etc. Donc l'être humain a développé justement la capacité de pouvoir résister aux aléas de la présence des aliments. C'est un organisme vivant et comme tout organisme vivant, l'être humain s'adapte. S'adapte, donc il y a une adaptation et c'est comme ça que les gens ont commencé à faire du jeûne, qui est inné, c'est un qui est devenu après un rituel religieux, etc. Et ça a évolué. Et aujourd'hui, scientifiquement parlant, beaucoup se sont penchés sur cette pratique, qui est donc une pratique très répandue chez les musulmans. Aujourd'hui, des scientifiques, des chercheurs ont prouvé qu'il y avait beaucoup de bienfaits. Il y avait bienfaits, justement, je vais essayer de résumer le bienfait du jeûne. C'est-à-dire que le corps, comme je parlais tout à l'heure, par rapport à l'adaptation, le corps s'est programmé pour faire des réserves de graisse. Parce qu'il y avait des saisons de disette, il n'y avait pas d'alimentation, d'aliments qui étaient, comme maintenant, c'est très... l'alimentation, profusion. Avant, non, il y avait des périodes de disette, et donc le corps s'est organisé, s'est adapté pour faire des réserves, et de les utiliser le moment où il y a des périodes de disette, il utilise les réserves. Et c'est comme ça, justement, on a cette possibilité avec le mois du jeûne, par exemple, le mois sacré de Ramadan, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que le corps est tellement programmé à faire des réserves que même si on mange peu, actuellement, on ne fait pas d'exercice physique, on fait de moins en moins, donc automatiquement le corps fait des réserves. Et le Ramadan, en principe, c'est pour justement dépenser ces réserves. Et c'est comme ça qu'on crée l'homéostasie et l'équilibre, et on crée donc des conditions de santé pour notre organisme. Et quels sont les aliments qui seraient préconisés justement pour le jeûne, pour être en forme, pour ne pas avoir de somnolence durant la journée? Exactement. Alors l'aliment plutôt, l'aliment qu'il ne faut surtout pas consommer pendant le mois de jeûne, ou au moins diminuer beaucoup, c'est justement les sucreries. Et c'est ça qui fait que... on remarque que c'est le contraire. C'est le contraire. Et donc, on passe à côté des bienfaits du jeûne à cause de la consommation du sucre qui est un peu, on va dire, excessif. Et qui fait que
les bienfaits sanitaires, on va dire thérapeutiques du jeûne ne sont pas là, donc on ne les perçoit pas. Exactement. Le sucre, les limonades, ça qui vont avec. Le qalbelouz, le baklawa, etc., etc. Donc tous ces gâteaux, ces friandises, etc., qui reviennent à chaque fois pendant le mois de Ramadan, et que parfois on exagère dans la consommation. Ça, c'est la jeune génération, la nouvelle génération qui consomme de manière excessive de la sorte. Mais sinon, nos ancêtres savaient justement les bonnes pratiques du jeûne. Ils avaient ces bonnes pratiques, ne serait-ce que justement le premier plat, le lait, les dattes également. Exactement. Il fallait donc commencer comme ça et laisser son organisme se reposer. Voilà, parfaitement. Eh bien, le sucre, parce qu'on est de gros consommateurs de sucre, n'est pas uniquement les gâteaux et les friandises. Même le pain, par exemple, et finalement, c'est du sucre. Le pain blanc, avec la farine blanche, telle qu'on consomme actuellement, qui n'est plus complet comme avant, comme consommaient nos aïeux, et finalement est du sucre. Quand on prend un pain, c'est comme si on avait avalé 14 sucres. Exactement. Ce qui fait que nous sommes toujours dans un métabolisme glucidique qui fait que nous n'avons pas accès, jusqu'à maintenant, du moins pour une bonne partie de la population, pas accédé au métabolisme du jeûne. Et le métabolisme du jeûne a énormément de bienfaits pour l'organisme. Il est tellement bien pensé, justement, qu'aujourd'hui, les spécialistes, les nutritionnistes comme vous, préconisent ce jeûne intermittent pour des personnes qui voudraient faire des régimes, par exemple. Oui, alors, le jeûne intermittent, justement, est à la mode. On en parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Il a ses résultats. Et effectivement, il a des résultats. Alors, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est finalement... justement, j'allais parler de l'historique du jeûne, etc. Avant on va dire, les religions monothéistes, abrahamiques, donc avant, c'était le jeûne, on le pratiquait d'une manière un peu prolongée. Donc, c'était du jeûne de 2 mois, donc 60 jours, 90 jours, etc. Donc, c'est pour ça que c'était plutôt difficile. Et donc, les religions monothéistes sont venues pour un petit peu diminuer ce prolongement, cette durée. Oui, cette longueur, cette durée du jeûne, et mettre des barrières. Et justement, l'islam a mis les barrières, donc du lever du soleil jusqu'à le coucher du soleil. Alors qu'avant, on ne mangeait pas. Et justement, c'est ça l'intermittence, c'est de ne pas manger dans la journée, siyam al-mutaqatta', donc ne pas manger la journée, et en principe, manger frugalement le soir pour pouvoir bénéficier des bienfaits du jeûne. Voilà. Et de ne pas s'investir dans la surconsommation et dans le gaspillage. C'est ça. Et l'organisme, bien sûr, s'habitue à ce régime alimentaire qui devrait être un régime très riche, équilibré, comme vous le préconisez à vos patients, par exemple? Oui, exactement. Alors maintenant, depuis, on va dire, une vingtaine, trentaine d'années, dans pas mal de pays, surtout en Europe, aux États-Unis, c'est les Russes qui ont commencé à faire ce travail, donc d'utiliser le jeûne comme outil thérapeutique. Et malheureusement, leurs travaux n'ont pas été traduits, et donc ils sont restés en Russie, et les gens n'ont pas eu accès à ces travaux. Effectivement, on utilise le jeûne pour justement soigner pas mal de pathologies. Et c'est revenu à la scène avec cette notion de jeûne intermittent qui permet effectivement de se soigner et d'entretenir l'organisme. La seule condition, c'est de pouvoir rentrer dans le métabolisme, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir rentrer dans le métabolisme du jeûne. C'est ça. Et ça, pour pouvoir le faire, c'est de jeûner et de manger d'une manière frugale, saine, pour justement épuiser les réserves de graisse, comme on a dit tout à l'heure, donc pour rentrer dans les réserves et commencer à se nourrir de l'intérieur de l'organisme. Si on n'arrive pas... On a suffisamment de réserves. Voilà, exactement. Donc si on n'arrive pas à ce stade, on passe à côté des bienfaits du jeûne. C'est ça, exactement. Alors c'est très important de parler donc de nutrition durant Ramadan, informer, toujours rappeler bien sûr tous les aliments qui seraient préconisés, qui seraient bons pour l'organisme. De toute façon, on se sent bien. Dans la
journée, quand on mange pas, la personne, même si la personne est fatiguée, parce que c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre des excitants durant la journée, qui les maintiennent, là c'est cette cassure qui fait. Mais après, l'organisme s'habitue au courant du mois. Exactement. Alors, il suffit donc, de patienter et donc, pendant les 2-3 premiers jours, si on suit le protocole du jeûne comme il se doit, c'est vrai que les 3 premiers jours, on sent la faim et on est un peu irrité, etc. Mais dépasser cette période, quand on rentre dans le métabolisme du jeûne, on ne sent plus la faim. C'est ça. Au contraire, on rentre dans une phase euphorique et on se sent mieux, on se concentre mieux, on n'est pas irrité et on peut travailler, marcher et donc faire de l'exercice, etc., sans aucun problème. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est un mois de piété, un mois de partage, un mois aussi de solidarité où il est préférable donc, de penser aux autres et non pas à soi, ne pas penser à trop remplir sa table et essayer de penser aux autres et donc éviter, par cette même occasion, le gaspillage. Exactement. Donc, justement, parfois, on remplit la table avec des plats et des aliments qui seraient plus tard inutiles et que, pour une bonne partie, on finit par les jeter. Voilà. Et ça, c'est du gaspillage. Et regardez, quand on voit ces images, ça fait mal au cœur. On a la frénésie, on achète le pain, différentes sortes de pain, etc. Et parce qu'on mange avec les yeux avant tout. Avec les yeux, oui. Oui, la digestion, justement, commence avec les yeux, le nez. Donc, quand on sent les odeurs, déjà, l'estomac commence à se préparer. À sécréter, certainement. Voilà. Donc, alors que le mois de Ramadan, c'est justement la notion de partage. Donc, je crois qu'il y a suffisamment de nourriture pour tout le monde, pourvu que on s'imprègne du véritable objectif et du véritable but du jeûne, qui est justement perdre les réserves qu'on accumule pendant l'année et donc de pouvoir rentrer dans le métabolisme du jeûne et de profiter des bienfaits qui sont vraiment très très intéressants. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites justement au sein de l'Union pour essayer donc de sensibiliser la population autour donc du gaspillage, autour donc de la rationalisation peut-être? Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous avons participé pour essayer de donner des lignes, les grandes lignes concernant la politique, premièrement, de l'État et donc du gouvernement, pour un petit peu voir comment on peut agir, que ce soit sur le plan sensibilisation, par exemple. Pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux, utiliser donc les médias pour justement faire une une dans ce sens, des actions dans le sens pour sensibiliser le gaspillage, etc. etc. Et ça, c'est un élément important sur lequel il va falloir beaucoup travailler pour pouvoir arriver à des résultats qui ne seront que bénéfiques aussi bien sur le plan économique, macroéconomique, que sur le plan microéconomique au niveau individuel. Le porte-monnaie, bien sûr, des ménages. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On se reverra probablement à la mi-Ramadan pour essayer de voir comment se comportent les citoyens avec, bien sûr, ce taux de gaspillage, avec les différentes associations qui se trouvent sur le territoire national, les associations de protection donc du consommateur. Merci beaucoup, Monsieur Samir Kabour. Je rappelle que vous êtes nutrithérapeute et membre de l'Union nationale de la protection des consommateurs. Bonne journée à vous. Merci. Et à très bientôt. On continue notre émission. Restez avec nous. On continue notre émission. On va se retrouver juste après ça. On va parler encore une fois santé avec notre invité.
Voilà, sur le plateau, nous allons continuer à parler santé. On a toujours le plaisir de la recevoir. C'est professeur Samia Zakri qui est avec nous, qu'on a toujours donc l'habitude d'appeler quand il s'agit donc d'informer et surtout de parler santé. Bonjour professeur Zakri. Bonjour Amel, c'est un vrai plaisir et puis c'est devenu une sorte de tradition. Tout à fait. En particulier pendant le Ramadan. Exactement. Nous nous étions vus l'année dernière à une période assez critique, sensible. C'était l'apparition bien sûr de la Covid ici en Algérie. Et c'était juste avant le confinement. Juste avant le confinement. On avait donné déjà quelques conseils. Vous étiez par rapport à ça. Quelques rares médecins à venir sur nos plateaux, donc à l'appel donc justement, et surtout parler de pandémie. Là, on va parler de Ramadan. C'est vrai que chaque année, c'est un devoir citoyen que de venir parler à tous nos concitoyens de bonnes choses en fait. Surtout parce qu'on veut préserver leur santé. Tout à fait. Le virus était encore à ses prémices et on ne connaissait pas tout à fait ce qu'il en était. Oui, on était tous perdus. Aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, on connaît un peu mieux le virus et aujourd'hui les médecins sont là pour nous rassurer, nous soigner et surtout nous informer. Nous allons continuer à parler virus, mais aussi Ramadan, et avec ces problématiques de maladies chroniques et le jeûne, bien sûr. Tout à fait. Si je suis là, en fait, c'est beaucoup plus pour marteler, parce que nous, quand il s'agit, par exemple, des diabétiques ou d'autres malades chroniques, nous les préparons avant le Ramadan. Cette année, ça a été un peu difficile. Covid oblige, donc alors qu'on le faisait 2 mois avant le jeûne, on n'a pas pu parce que les regroupements sont plus ou moins interdits, donc les réunions de groupe, et les réunions de groupe sont très importantes dans cette C'est vrai que chaque année, il y avait ces portes ouvertes sur le jeûne donc, et le diabète. On a fait plutôt un appel à tous les médecins pour leur dire préparez vos patients en tête à tête, face to face. Et ça s'est fait, mais peut-être pas comme avant. Il y a certainement, c'est un délai court, on s'est réveillé. En fait, c'est pas nous qui ne voulions pas, c'est les malades qui avaient pris peur et qui ne voulaient plus venir dans les hôpitaux. Donc, on a démarré avec vraiment du retard, à peine 2 semaines avant l'arrivée du Ramadan. Et aujourd'hui, justement, la problématique, c'est que ce sont donc des personnes atteintes donc, de diabète, qui connaissent leur maladie, mais qui continuent toujours à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, donc surtout si c'est des personnes âgées, ne pas rompre cette habitude avec le jeûne. Mais ce à quoi on assiste, en fait, même les jeunes maintenant insistent pour jeûner. Alors on a 3 catégories de patients. Il y en a qui vont vous dire, bon, moi j'accepte ma maladie, mon médecin m'a dit qu'il ne fallait pas jeûner, je ne vais pas le faire. Il y a l'autre catégorie qui va vous dire, oui, bon, je vous ai écouté, vous m'avez convaincu, je ne vais pas le faire. Mais ils vont le faire dans notre dos. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le médecin n'est pas vraiment vigilant pour faire des changements dans la thérapeutique, donner les bons conseils et tout. Et puis, il y a d'autres, et ceux-là, moi, je les salue, parce que même si on les invalide, parce que nous avons un score que nous calculons, c'est très récent ça, c'est depuis 2021. C'est le médecin qui doit décider 2021, Diabète et Ramadan, l'Alliance d'Art et MENA a mis au point un score parce que notre façon de classer les gens au départ était trop rigide. On disait trop aux gens, vous ne devez pas jeûner. Donc maintenant, avec ce score, on est un peu plus souple. Mais quand on dit aux malades, il y a des personnes à qui on dit « vous ne devez pas jeûner », ils vont quand même insister. Et nous, on n'a plus que la latitude de les accompagner. C'est-à-dire qu'on va faire des changements dans leur thérapeutique, bon, il y a des ajustements, mais également leur donner beaucoup de conseils par rapport à la surveillance. Alors moi, mon message aujourd'hui, on est au 2e jour du Ramadan. Il y a déjà le 1er jour qui s'est effectué. On n'est jamais contre le fait que les malades fassent leur propre expérience, parce que il y a un côté spirituel à la chose, donc on ne peut pas se mettre en porte-à-faux, mais mon message, c'est de leur dire, si ça se passe mal, au bout de 2-3 jours, revenez à la raison et abandonnez. De toute façon, vous avez une dérogation divine.
Dieu vous a dit que quand vous ne pouvez pas jeûner, il ne faut pas le faire. Et Dieu nous a donné cette mission, je ne parle pas du médecin, mais de tout le monde, de faire attention à notre vie et de faire attention aux appels du corps. Donc quand ça ne va pas, il faut savoir s'arrêter. Voilà, le corps se réveille d'ailleurs, hein, vous le dites si bien, l'appel du corps, et il n'y a pas mieux que cela pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut très vite réagir. Et justement, le taux de sucre monte tellement vite ou descend tellement vite aussi qu'il faut vraiment agir rapidement. Alors vous avez des cas comme ça, on a vu que ces personnes-là étaient plus ou moins fragiles concernant la Covid-19 d'ailleurs, c'était des personnes vulnérables qu'il fallait absolument surveiller et encore plus durant Ramadan, j'imagine. Ben, tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ont déjà eu la Covid-19, il y a ce qu'on appelle le post-Covid. Oui. Donc ça laisse des séquelles. Voilà. S'ils sont très fatigués, il vaut mieux ne pas justement titiller encore plus leur corps. Et ceux qui ne l'ont pas fait, il faut qu'ils continuent. Alors on passe du diabète ou des maladies chroniques à la Covid-19. Il ne faut pas croire que cette histoire est terminée. Nous avons énormément de craintes par rapport à une troisième phase. Donc la vigilance est de mise. Les regroupements, il faut les éviter. Quand on est en regroupement même familial, il faut rester à distance. Et puis, se laver souvent les mains, le gel, voilà, tout ça. Parlait le tout port à l'heure, du masque. Oui. Moi, je suis sidérée dans la rue. Je vois quasiment plus personne qui porte un masque. Mais c'est très grave. C'est quoi ça? On a passé notre vie. Eh bien, moi, je vais vous supplier. Écoutez, en tant que médecin, on a vécu une année atroce. Il faudrait aussi, alors dans ce mois de générosité, la générosité, elle est aussi dans le fait de préserver la vie d'autrui. Et nous, en tant que médecins, on est fatigués. C'est pas qu'on veut se détourner de vous. On vous soignera, on continuera à vous soigner s'il devait y avoir une troisième phase. Mais aidez-nous en marquant ces gestes de distanciation et en portant le masque. C'est pas plus compliqué, on s'y habitue. Vous me le disiez tout à l'heure, c'est vrai que vous avez eu une année très très difficile avec cette année donc d'incertitude autour donc de ce virus et le personnel médical est éreinté, en tout cas fatigué moralement, physiquement. Absolument. Et vous avez donc besoin de pouvoir souffler, non pas encore une fois de travailler durement avec une autre pandémie. Absolument, voilà. Et puis, il y a le fait aussi d'avoir peur pour soi, parce que nous sommes des êtres humains. Exposés. Nous sommes exposés, mais également, on a peur pour les nôtres. Mais, personnellement, je ne suis pas au premier front. Ce sont ceux qui font la garde. Mais je suis quand même au devant de la scène quand je reçois des malades, quand je discute les cas, parce que tous les matins, il y a un rapport de garde. Exactement. Et les résidents, c'est le maillon, c'est le lien entre les malades et nous, donc ça devient des vecteurs et tout. Donc tout le monde réellement est exposé à cette pandémie. Alors vous parliez donc de diabète, vous insistez sur le fait que justement certains diabétiques, il y a plusieurs types de diabète et certains diabétiques pourront aussi se rendre compte d'eux-mêmes qu'il est difficile de jeûner, mais il y a d'autres aussi maladies chroniques qu'il faut surveiller absolument. Absolument. En fait, la définition d'une maladie chronique, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Donc, il faut un suivi régulier. Et surtout la prise médicamenteuse. Et la prise médicamenteuse. Et quand on vous dit justement qu'on les prépare au Ramadan, ça sert à tout ça. Ça nous permet de faire un bilan général pour situer leur niveau de santé. Oui. Est-ce qu'ils ont des complications ou pas, etc. Ensuite, on calcule un score. Ce score est valable que pour les diabétiques. Pour les autres maladies chroniques aussi, on fait le point. Après, on fait des aménagements dans leur thérapeutique et surtout, on leur explique. Parce que ce qui manque en Algérie, à mon avis, c'est qu'on n'explique pas assez. Les médecins, je parle des médecins, n'expliquent pas assez aux malades
ce que font ces médicaments. Il ne s'agit pas de donner juste un ordre aux patients. Si vous n'expliquez pas, vous savez, même les enfants, quand vous leur donnez un ordre, c'est là qu'ils le déjouent. Eh bien, le malade, c'est exactement pareil. Si vous ne lui expliquez pas pourquoi ce médicament doit être pris à telle heure et comment il agit et qu'il ne faut absolument pas le décaler, lui, il sent rien, donc il va s'amuser à le faire tout seul. Donc, de grâce, pour tous les malades, consultez vos médecins respectifs, c'est celui qui est le plus à même de vous donner des conseils. Même si nous, on relaie les gros, gros principes, mais il n'y a pas mieux que le médecin traitant, parce qu'il connaît bien son patient et qui va lui dire, le conseiller au mieux. Les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, là tout aussi, à fait, ce sont des personnes très vulnérables aussi. Je suis sensible à votre allusion aux personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Bon, non seulement, très souvent, on leur dit qu'il ne faut pas jeûner, mais surtout, ne faites pas des décalages de traitement tout seul. Parce que, bon, ou votre médecin vous a donné l'autorisation et il a pu remplacer parfois un médicament ou faire des aménagements dans les prises, mais s'il vous dit il faut prendre avec précision toutes les 8 heures ou toutes les 6 heures, ou même si c'est une fois par 24 heures, il y a des médicaments qu'il ne faut pas décaler. Si j'ai pris l'habitude de le prendre le soir, je ne peux pas changer, ou alors le matin, et je ne peux pas décaler tout seul. Il faut en parler à votre médecin. C'est lui qui est le mieux placé pour vous conseiller. Bien sûr, et ce temps d'adaptation était nécessaire avant Ramadan pour justement l'information autour de toutes ces prises médicamenteuses. Merci, professeur Zakri, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Et puis, Sahar Ramadankum, et surtout, allez vers la modération. Que vous soyez malade ou pas, eh ben, les bons conseils, c'est ça. Et c'est aussi un précepte de notre religion. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes donc resté avec nous. Vous êtes chef d'unité au niveau donc de l'hôpital Bertraria. Vous êtes aussi président de la Société algérienne de médecine vasculaire, médecine interne aussi, bien sûr. Merci d'avoir été notre invité. À très bientôt. Merci. On va rester dans le contexte aussi donc de Ramadan avec bien entendu ces marchés qui sont inondés de produits. Cette fois-ci, on va aller du côté de Béchar pour retrouver le marché des épices. C'est un reportage signé Yamina Saïdi. Comme chaque année en cette période, les effluves d'épices commencent à se dégager du vieux marché de Béchar, annonçant l'arrivée du mois sacré et offrant aux consommateurs une variété de saveurs et de couleurs, de quoi relever le goût de leurs plats. La première chose que les femmes de la région font avant l'arrivée du mois de Ramadan, c'est de préparer Ras el-Hanout. Avant le mois du Ramadan, nous préparons Ras el-Hanout, un mélange d'épices spéciales Harira ainsi que des herbes de Provence. Nous préparons aussi un mélange connu pour ses vertus thérapeutiques et culinaires. Cette préparation est à base de cannelle, de gingembre, de clous de girofle et de muscade pour sublimer les plats et révéler les goûts de nos mets traditionnels. Après la rupture du jeûne, les Bécharis vont consacrer la soirée à la dégustation de gâteaux traditionnels dans une ambiance conviviale. Nous préparons de la sefa et du thé. On consacre aussi la soirée à psalmodier le Coran. À l'image des autres régions du pays, à Béchar, le mois de Ramadan est synonyme de piété, d'entraide et de prière, et même de célébration. Voilà, de retour sur le plateau, on va parler consommation de blé et surtout production nationale. Le blé, c'est donc une grande consommation dans notre pays. Il est aussi un produit très noble parce qu'on le retrouve sur nos tables, bien sûr, en définitif. Mais toute cette chaîne, bien sûr, qui découle de sa production, la plantation, les terres aussi agricoles que nous avons pour essayer donc de faire de la production nationale, production de blé. Bien sûr, on va parler de ces différentes variétés qui nous sont propres, mais aussi plein d'autres choses concernant cette production nationale au niveau donc, du ministère de l'Agriculture. Pour nous en parler, nous avons avec nous Monsieur Mohamed El Hadi Sakhri. Bonjour.
Bonjour à vous, madame, bonjour à tous et Ramadan Mubarak Karim à toute personne d'obédience musulmane. Marhaba bik, on est très heureux de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes le directeur général de l'ITGC, c'est l'Institut technique des grandes cultures, tout à fait. Vous allez nous parler justement de ces grandes cultures, les céréales, le blé. C'est un produit de forte consommation dans notre pays. Absolument, absolument. Donc, effectivement, je suis à la tête de l'Institut technique des grandes cultures. Nous nous occupons de, bien sûr, l'obtention du matériel végétal et aussi nous faisons dans l'amélioration et dans la multiplication et production des semences. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est tout ce qui part vers la production. C'est la multiplication d'abord, et puis c'est la consommation. Voilà, et puis l'expérimentation surtout. Absolument. Parce qu'on passe par les études, on passe aussi par l'expérimentation et les essais au niveau donc, des laboratoires, et les essais aussi au niveau des grandes cultures, et les espaces qu'il faut. Donc, bien évidemment. Donc, avant qu'une variété ne naisse, donc elle passe par différentes étapes. Et là, vous venez de parler de l'expérimentation, donc on essaie de nous mettre sur tous les étages bioclimatiques de façon à pouvoir voir la réponse de ce matériel végétal. Voilà, et optimiser la production, bien entendu, c'est-à-dire ne pas choisir n'importe quelle, bien sûr, parcelle, n'importe quelle exposition et n'importe quelle variété de blé. C'est clair. Donc une variété peut ne pas répondre sur une localité donnée ou sur des territoires, donc elle a ses spécificités, de même que les sols. Les sols, donc, ne peuvent pas recevoir n'importe quel matériel végétal. Exactement, ça pourrait aussi fragiliser la récolte. On va voir ensemble, justement, comment planchent nos scientifiques sur différentes semences. Nous sommes allés du côté donc, de l'INRA, l'Institut donc, de recherche agronomique. C'est donc notre journaliste Faria El-Hamdi qui s'est déplacé à la rencontrer pour nous, donc, des chercheurs qui travaillent sur les semences et les différentes variétés de blé que nous avons ici en Algérie. Regardez, on se retrouve juste après. Les céréales et leurs dérivés constituent l'alimentation de base dans beaucoup de pays en développement, particulièrement dans les pays maghrébins. La filière céréalière constitue l'une des principales filières de la production agricole en Algérie. Les semences sont des ressources phytogénétiques qui ont un intérêt ou présentant un intérêt ou un caractère stratégique pour notre pays et qu'il faut absolument donc, conserver à moyen et à long terme, bien sûr, et surtout les valoriser pour les besoins de la recherche et bien sûr pour le développement agricole. L'une des missions du NINRA, bien sûr, c'est, et à travers les deux divisions qui existent, notamment la division ressources phytogénétiques et la division biotechnologie et amélioration des plantes, les équipes travaillent, ou bien les équipes de recherche travaillent sur premièrement la prospection, la collecte et la conservation de ce matériel végétal. La production céréalière en Algérie est fortement indépendante des conditions climatiques. Cela se traduit d'une année à l'autre. Le blé est à la base du régime alimentaire d'une grande partie des Algériens. Si on doit parler de la semence, on doit parler des ressources phytogénétiques. Les ressources phytogénétiques constituent la base biologique de toute sécurité alimentaire et constituent un enjeu stratégique du secteur semences et plants. Ces ressources phytogénétiques représentent une véritable base génétique pour tout programme d'amélioration. La détention d'une variabilité génétique qui est décrite et conservée va nous permettre de répondre rapidement à l'évolution des besoins du secteur agricole. Un blé est généralement considéré comme moderne lorsqu'il a été sélectionné dans la seconde partie du XXe siècle, au cours de la Révolution verte. En effet, à la fin de la guerre mondiale, la priorité était de nourrir la population et supprimer le spectre des 17. De nombreux pays ont créé des organismes de recherche, tels que l'Institut national de recherche agronomique.
Les blés de l'époque ont alors subi une sélection génétique systématique pour obtenir des variétés à plus haut rendement. Et pour plus de détails dans ce domaine, nous avons contacté nos chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie, qui mènent des études et des travaux de recherche sur la prospection, l'évaluation et la conservation durable des ressources phytogéniques d'intérêt agricole et alimentaire, et sur le génotypage et la caractérisation de la diversité génétique, ainsi que sur la création de la variabilité génétique pour l'amélioration des espèces stratégiques. On doit s'occuper de produire des variétés pour chaque type d'environnement. Nous avons le littoral et le sublittoral, nous avons les hautes plaines et nous avons les hauts plateaux. Donc pour chaque type de conditions, on doit développer un certain nombre de variétés qui peuvent aller pour ces agriculteurs. Ça, c'est le grand programme. Et ensuite, on est en train de travailler selon une approche pluridisciplinaire. Donc on intègre bien entendu l'agronomie et on commence par tout ce qui est autour. Donc pour l'amélioration des plantes, nous avons, pour améliorer, pour avoir une tolérance au stress abiotique, donc on a un volet écophysiologie, on a un volet qui trace des ressources phytogénétiques, on a besoin de ces ressources pour faire la création variétale, pour faire nos croisements et essayer de donner des variétés qui peuvent avoir tous ces caractères. On devrait compiler les meilleurs caractères pour chaque type de région. Nos activités consistent à accompagner la sélection classique par les outils biotechnologiques. La sélection classique, comme vous le savez, est une sélection très longue et lourde. Elle nécessite 8 à 9 ans pour fixer une variété et elle demande la gestion d'un nombre élevé de lignées. Ces outils nous permettent de raccourcir ce cycle et aussi de cibler notre sélection. Nous utilisons pour ça les marqueurs moléculaires, à savoir la sélection par marqueurs moléculaires. Nous intégrons les outils de biotechnologie, à savoir la physiologie, la biochimie et bien sûr l'approche moléculaire. Donc c'est dans ce sens, là on arrive à balayer tous les caractères qui sont nécessaires pour sélectionner des variétés performantes dans des conditions extrêmes de l'environnement. Les céréales d'hiver, en partie le blé dur, demeurent l'aliment de base des régimes alimentaires algériens et revêtent une importance stratégique dans la nutrition humaine et l'alimentation animale. De ce fait, elle occupe une place privilégiée dans l'agriculture algérienne. Voilà, de retour après ce reportage, on a vu que nos chercheurs planchaient énormément sur ces nouvelles variétés que vous allez aussi faire donc l'expérimentation au niveau des grandes cultures, bien entendu. Alors c'est en tout cas un produit de base, puisque nous sommes grands consommateurs ici en Algérie, nous sommes aussi 5e oui, à peu près, oui. Importateur. Oui, tout à fait. Au niveau mondial, donc très grand consommateur. Quand on parle justement de gaspillage, et là encore une fois, il faut insister sur cela, on ne se rend pas compte à quel point donc, cette facture est forte et importante donc, des importations donc, de blé. Et surtout, il faut réduire ce gaspillage. Le pain, on ne se rend pas compte que finalement, ça vient de ce blé, le blé qu'on va devoir donc, moudre pour pouvoir en faire de la farine, des pâtes, du pain. Et donc, il faut faire très attention à la consommation aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est vrai que la facture d'importation, elle est quand même assez importante. Donc, il y a cette hémorragie en devise qu'il faudrait bien sûr réduire de manière consistante et nous pouvons le faire. Donc, si je peux dire ce qu'on est en train d'importer en valeur et en volume, c'est pratiquement en moyenne en blé tendre, c'est autour de 6 millions de tonnes. 6 millions de tonnes, ce n'est pas négligeable. C'est pour une valeur se situant aux alentours de 1,3 milliard jusqu'à 1,5 milliard 500 millions de dollars. Et nous avons les moyens pour réduire cette facture. Comment ?
Donc, ce qu'on emblave annuellement, surtout en blé tendre, c'est autour de un peu moins de 600 000 hectares. Par moment, on atteint 400 000 hectares. Et les rendements aussi ne sont pas importants. Et donc, à partir de ces superficies, nous n'allons pas pouvoir répondre aux besoins nationaux. C'est très difficile parce que nous sommes un pays de climat sec. Donc, le blé tendre est très difficile à produire dans un climat sec. Non, il n'est pas difficile à produire, mais oui, il y a quand même des précipitations qu'il faudrait qu'elles nous viennent. Donc, autour de 400 mm, nous allons pouvoir produire à l'aise, que ce soit le blé dur ou le blé tendre. Mais ce qui est important, c'est la répartition de ces pluies. Quand ces pluies nous viennent au moment pendant les stades qui demandent à ce qu'une quantité d'eau y soit, donc on peut avoir quand même des rendements importants. C'est-à-dire quand la plante va devoir former son épi, c'est ça? C'est cette période qui est indispensable. C'est tout le cycle, c'est un itinéraire aussi à respecter et qu'on n'arrive pas à respecter convenablement jusqu'à aujourd'hui. Donc, à titre d'exemple, je vous donne, parce que c'est un manque à gagner et qu'on peut avoir quand même, dans nos rendements, quand on désherbe à moins de 30% notre sol céréalier. Ça veut dire que, et quand on sait qu'en désherbant 1 hectare, on peut avoir au minimum 3 quintaux en plus dans nos rendements. Donc, il y a intérêt à aller vers des niveaux plus importants que cela en matière de désherbage. Il en est de même pour l'opération fertilisation. On fertilise à peu près à ce niveau-là, à moins de 30%. Et on traite à des niveaux aussi, les maladies à des niveaux qui ne sont pas quand même... Justement, les chercheurs travaillent sur l'amélioration génétique de certaines variétés, donc de nos semences. Nous avons des semences qui existent depuis assez longtemps ici en Algérie. Nous en avons une quarantaine, plus? Beaucoup plus que ça. Bon, toutes espèces confondues, on a à peu près autour de 200 variétés qui sont inscrites au catalogue national. Donc, l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, fait tandem avec l'ITGC et nous produisons annuellement quelques variétés qui passent bien sûr pour leur inscription. Donc, et nous intéressons et à pas mal de paramètres importants, à savoir, il faudrait qu'on ait des variétés à haute performance. Ça veut dire que ces variétés, il faudrait qu'elles résistent aux différents stress biotiques, abiotiques. Il faudrait qu'on ait des rendements intéressants, qu'elles résistent aux maladies. Et aussi, ces variétés, il faudrait qu'elles aient cette qualité organoleptique recherchée. Mais justement, il y a des partenariats dans ce sens entre certains pays qui ont bien développé cette filière blé. Oui, bien sûr. Nous travaillons avec des institutions internationales, entre autres l'ICARDA, l'AXAD, le CIMIT qui se trouve au Mexique. Donc, nous travaillons depuis très longtemps avec ces institutions. Voilà, il faut rappeler que le premier producteur au monde, c'est le Canada, vient ensuite le Mexique. Troisième position, c'est donc la France. Et puis la Russie, qui n'est pas aussi à mettre... C'est pas négligeable ce qu'ils sont en train de produire eux aussi. Voilà. Donc, avec toutes ces expériences, aujourd'hui, l'Algérie a tout pour réussir sa production nationale. Absolument. Donc, il y a lieu d'optimiser nos rendements en s'intéressant bien sûr aux paramètres dont je viens de parler et bien sûr augmenter les superficies qui pourraient recevoir particulièrement le blé tendre, parce que pour le blé dur, nous maîtrisons quand même. Nous sommes à des productions assez intéressantes et nous importons beaucoup moins que les blés tendres. Voilà, on vient de voir de très belles photos qui sont toutes récentes. Ce sont donc des photos de la récolte de blé au niveau d'Adrar. Et c'est donc une récolte précoce. En fait, c'est la saison qui le veut dans cette région assez aride. C'est la saison, c'est bien sûr le sud, bien sûr. Donc, c'est des récoltes précoces.
Donc, Adrar, ils ont démarré hier la campagne maçon-battage et ça a l'air de bien se dérouler. Voilà, en tout cas, on les salue pour toutes ces personnes qui travaillent durement pour l'agriculture et développer l'agriculture ici en Algérie. On rappelle aussi l'OAIC, qui est donc une entreprise aussi très importante, l'Office algérien interprofessionnel donc, des céréales, qui joue un rôle très important justement pour la rationalisation et surtout pour maintenir le prix du blé aussi. Oui, bien sûr, l'OAIC, il fait dans tout ce qui est régulation. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est importation et c'est lui qui collecte aussi toutes nos productions. Donc, et c'est lui aussi qui donne toutes les semences aux agriculteurs au niveau national. Voilà, et en tout cas, c'est un thème très vaste et très complexe. On pourra en parler encore une fois avec vous. Surtout ce qui concerne la production, mais pas que, la conservation plutôt, donc des semences au niveau des silos. Un chapitre très intéressant. Voilà. Très important. Moi, je voudrais revenir sur tout ce qui est... avec ça, oui, tout ce qui est production, nous pouvons améliorer au nord. Donc, nous pouvons optimiser et il est vrai que nous pouvons avoir quand même des productions plus importantes que celles que nous sommes en train d'enregistrer ou de connaître. Et puis, il y a le sud. Une bonne partie au sud pourrait nous produire des céréales en quantité quand même importante. Voilà, aussi. Pour la consommation bien sûr nationale, mais aussi pour la consommation donc, du bétail, du produit de bétail. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle Mohamed El Hadi Sakhri, vous êtes directeur général de l'ITGC, l'Institut technique des grandes cultures. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Et à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Restez avec nous. On va se retrouver dans un tout petit moment, juste après cela, pour retrouver notre ami Nassiba Jaïdir. Voilà, de très belles régions, très beaux paysages, donc le sud du pays, qu'on accueille Nassiba Jaïdir dans sa rubrique Mosaïque. Bonjour Nassiba. Bonjour Emel, bonjour à vous tous, صحة رمضانك، صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. Inch'Allah. Alors on va parler d'une exposition qui se déroule en ce moment et qui est très intéressante. Absolument, il s'agit d'une exposition signée par Nedjoua Sarrah, une artiste qui nous vient de Sétif et qui expose actuellement au Palais de la Culture Moufdeh Zakaria, plus précisément à la Galerie d'Art. Il y a une très belle exposition qui regroupe plus d'une cinquantaine de ses œuvres. Le titre générique de cette exposition, c'est Orgue Nadjer. Alors, Nedjoua Sarrah, c'est une artiste plasticienne, autodidacte, qui est passionnée par l'art, qui est aussi art thérapeute et qui est aussi designer, et donc elle a plusieurs passions, elle développe plusieurs passions et plus particulièrement celle de la peinture. Cette passion lui vient de son papa qui était artiste peintre. Donc c'est un petit peu le chemin classique, des aptitudes au dessin, des tendre enfance, des aptitudes, des potentialités créatives aussi. Elle a exposé à plusieurs reprises à titre personnel, au niveau de plusieurs galeries d'art, aussi à l'étranger, aux Émirats, à Athènes, à Beyrouth, en Tunisie.
Et elle anime aussi des ateliers d'art-thérapie en direction des enfants cancéreux. C'est la nouvelle tendance aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a son effet sur la santé. Hein. Oui, elle développe aussi, disons... Et sur le bien-être. Oui, sur le bien-être. Et puis, en direction, je disais, elle anime des ateliers d'art-thérapie en direction des petits-enfants cancéreux. Et elle donne énormément de son temps à ses enfants. Elle se déplace d'un hôpital à un autre dans la région de Sétif et dans d'autres wilayas aussi. Et actuellement, donc, elle expose au niveau de la galerie d'Arbeya. Elle n'a pas pu être parmi nous ce matin. Elle s'en excuse parce que c'est pas possible de faire le trajet. Tout à fait. Donc, on a pu la rencontrer. En tout cas, on l'aura à travers ce reportage. Vous l'avez interviewée, donc on la verra s'exprimer et parler de son art. Oui, de son art. Elle en parle avec beaucoup de passion. En tout cas, ça a été une très belle rencontre. Très bien. On va la découvrir tout de suite absolument. Et on découvre bien sûr son exposition tout de suite et on se retrouve juste après. La peinture, c'est son moyen d'expression et d'évasion. À la galerie d'art Beya, Nedjoua Sarrah nous donne à contempler ses œuvres d'art. Des œuvres d'art au travers desquelles elle libère ses forces créatives. De l'atelier à la galerie, pour nous offrir en partage sa passion pour l'art. Un art qui laisse parler son imaginaire et son moi intérieur. Dans sa dynamique artistique, cet artiste peintre originaire de Sétif avance, recherche et explore. Orgue, c'est un point de pause dans le solfège de musique. Donc j'ai fait une pause sur le Tassili Najer, sur les différentes civilisations de nos ancêtres. Et ça a commencé depuis mon premier voyage vers Sefar, où j'ai découvert la ville mystique qui enterre des dizaines de civilisations passées par là. Et j'étais surtout éblouie par la texture des montagnes et les couleurs que dégageaient les différentes grottes qui se trouvent à Sefar. Après plusieurs années de travail, une vision, une réflexion, avec en toile de fond toute une gestuelle en action. Orgue Najer, c'est le titre générique de son exposition. Une exposition qui lui tenait à cœur. Nedjoua nous fait remonter dans le temps. Elle nous amène au Tassili Najer, dans la cité de Sefar, un musée d'art préhistorique à ciel ouvert. Sefar, cette cité, surnommée la ville des pierres, est classée patrimoine mondial de l'humanité dont elle en a fait sa thématique. Et dans son approche plastique, elle met en scène ses émotions d'artiste. C'est une autre dimension, Sefar. C'est comme si on n'est pas du tout sur la Terre. C'est d'autres dimensions, d'autres couleurs, d'autres lumières surtout. Et en plus de ça, des légendes qu'on raconte, les légendes de Tassili, les Targis, les différentes légendes sur le passage des civilisations sur Sefar. Et c'est tout ça qui m'a motivée, qui m'a poussée à peindre et chercher et peindre sans cesse. J'ai essayé de sculpter un bout de la ville de Sefar, de ces montagnes. J'ai essayé d'identifier la texture du rocher avec sa couleur noire mélangée avec des ocres. Dans cet univers, cette plasticienne raconte et décrit Sefar à sa manière. Sa peinture plonge ses racines dans l'histoire des civilisations. Un passé millénaire, des civilisations qui ont marqué leur temps et leur époque. Et au-delà de ses recherches, l'artiste donne libre cours à sa créativité. Dans son espace plastique, des techniques mixtes utilisées tout en ayant recours à des pigments naturels. J'ai travaillé beaucoup avec des pigments et les encres.
J'ai utilisé ces techniques pour essayer d'extraire la quantité de lumière que dégagent les grottes de Sefar. J'ai utilisé aussi le carbone pour pouvoir donner le vrai aspect de la texture des montagnes de Sefar et du Tassili. Donc je cherchais, je ne trouvais pas mieux que le carbone que j'ai utilisé. J'ai mélangé avec d'autres médiums, d'autres encres aussi. La peinture, c'est mon oxygène. C'est mon oxygène, c'est mon instant de vie. Je ne peux pas vivre sans peindre. C'est mon refuge aussi. C'est un peu ma marge où je me repose, où je retrouve ma sérénité. Dans cette exposition, une matière savamment travaillée avec toute une sensibilité en éveil. Au gré de son inspiration, Nedjoua Sarrah avance avec une volonté d'aller de l'avant et au-delà. Sculpture et peinture contemporaine qui traduisent bien des émotions dans ce passé millénaire. Le temps d'une exposition pour contempler ses œuvres d'art et apprécier son talent d'artiste. Voilà, une belle exposition, un beau voyage dans notre sud. Voilà, de belles images rapportées par notre collègue Lamine Tikouk. Voilà, et la le prise caméraman. de son, Nadir Mahdid, qui était vraiment aussi transporté par ces belles couleurs qui nous enveloppent et qui nous transportent et qui En tout cas, elle en parle bien, elle est passionnée par ce qu'elle fait et puis elle a été très touchée et très imprégnée par ce voyage, le voyage dans le sud algérien. Safar, dans la wilaya de d'Ilizi, à Janet. Donc c'est Safar, une cité une cité antique plusieurs fois millénaire. Il y a aussi beaucoup de méditation à travers ses peintures, beaucoup de mysticisme. Donc elle nous fait voyager au travers différentes civilisations, elle nous fait remonter dans le temps, dans l'histoire. Et elle a été vraiment imprégnée, et c'est le fruit aussi de ses recherches. Elle est dans la recherche plastique, ça lui a demandé quand même 10 années de travail. La première toile, elle l'a entamée il y a 10 ans de cela. Quand même 10 ans de cela, ensuite elle a abandonné, elle a repris, il y a quand même plus d'une 50aine d'œuvres d'art. Et elle travaille beaucoup la matière, la texture, il y a beaucoup de couleurs. Et c'est un beau voyage, il y a beaucoup de philosophie. Et beaucoup de maturité. Voilà, mais de la méditation. Disons que ce sont ces œuvres, quand on fait ce petit tour dans la galerie, on visite cette exposition, on est vraiment enveloppé, transporté. Elle travaille énormément la matière. Il y a des techniques mixtes, comme je le disais dans le reportage. Il y a aussi, elle utilise des pigments naturels pour travailler sa peinture. C'est des encres. C'est qu'elle s'est vraiment imprégnée de cette région, donc de ce qu'utilisaient les artisans pour leur savoir-faire, surtout dans la matière artisanale. Voilà, vous qui êtes partie, je pense, à Janet, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter Safar? Non, malheureusement. Justement, non. Ah. C'est pour ça que, justement, cette exposition interpelle par surtout ce lien qu'il y a entre la personne et justement ce qu'elle a pu ressentir là-bas sur place. Il y a beaucoup d'émotions dans son travail et qu'elle nous offre en partage des émotions. Il y a de la sensibilité et elle est revenue éblouie de son voyage. Et puis elle n'est pas partie une seule fois à Janet, elle est partie plusieurs fois. Et qui ne reste pas franchement ébloui par tant de beauté au devant de cette nature, face à cette nature, le Tassili Nadir, les dessins, les dessins rupestres, les peintures rupestres, ces gravures rupestres qu'elle reproduit à sa manière, bien entendu. Elle reproduit en tout cas, c'est au niveau de la Galerie Beya. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Ah, d'accord, déjà. Donc, l'exposition est en place toujours. Elle sera toujours en place au niveau de la Galerie Beya. Elle est visible, je pense, jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis, bon, j'avais complètement oublié de vous présenter le catalogue. Voilà, on terminera avec ça tellement vite. Voilà, le catalogue de notre artiste. En tout cas, bravo à elle, Nedjoua Sarrah. Donc, merci beaucoup, Nassiba. À mardi prochain, Inch'Allah. Et puis, quant à nous, on vous dit excellente journée à vous tous. Et puis on se donne rendez-vous dès demain à partir donc de la station d'Oran avec